Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je renoue le dialogue avec Yas Sadat, qui était déjà venu, bien évidemment, il y a quelques mois de cela, pour un documentaire qu'il avait co-réalisé avec Camille Jusa, si je ne me trompe pas, et c'était sur l'actrice Jodie Foster. Aujourd'hui, il revient pour un livre, celui-ci, je le montre, voilà. Vigilante, la justice sauvage à Hollywood. C'est édité chez Façonnage Éditions. Je remercie et salue Jérôme Dittmar pour l'aide apportée à la conception de l'émission. Et vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo si vous voulez vous procurer ce livre. Comment vas-tu, Yal? Mais très bien, Samir, et toi-même? Très bien, il fait chaud. Hein. Ah, 41 degrés, paraît-il. Voilà, il fait chaud. Bah, de désert du Wild West est avec nous. C'est ça, j'allais te dire, est-ce qu'il y aurait un lien avec ce livre? Peut-être, je ne sais pas, on verra. Alors, première question très simple. Pourquoi ce livre existe? Alors, ce livre existe, heureusement ou malheureusement, parce que il existe parce qu'au départ, il y avait une thèse de doctorat qui est la mienne, que j'ai menée, que j'ai entrepris, je dirais, au début des années 2010. Il me semblait que beaucoup de choses avaient été écrites et beaucoup de choses ont été défrichées ou réhabilitées concernant le cinéma américain des années 70 et concernant aussi un certain cinéma de genre. Je veux dire, que ce soit des franges du western, bien sûr, depuis longtemps. C'est les auteurs, les livres sur les grands auteurs, les grands noms du western ne manquaient pas. Évidemment, donc les années 70 ont été, dans les années 2000, évidemment, avec les travaux de Jean-Baptiste Thoret, entre autres, et avant lui, de Jean-François Roger, qui signe la préface du livre dans sa version actuelle, ont été réhabilités, mais à l'université, et puis en critique en général, il me semblait que cette figure du vigilante, du justicier, manquait encore à l'appel. C'est-à-dire qu'on pouvait réfléchir à tout un pan du cinéma américain à travers elle, à travers cette figure. Donc, voilà, je me suis efforcé de convaincre quelques enseignants, notamment mon directeur de thèse qu'on salue, qui est Christian Viviani, qui avait beaucoup travaillé évidemment sur le western, lui aussi. Il me semblait bon de se lancer dans cette aventure qui était d'essayer de travailler et de réfléchir sérieusement à un genre qui avait cette richesse dont je parle, c'est-à-dire effectivement on peut faire passer à peu près toute l'Amérique à travers cette figure, mais il y avait quand même une traînée de soufre un peu, il y a quelque chose qui pouvait déranger à l'université dans le fait de réhabiliter des films comme ceux de Michael Winner, ou de Death Wish, non seulement parce que c'est un cinéaste, Michael Winner, on va en parler certainement, qui n'a pas forcément bonne réputation en termes purement esthétiques, mais aussi parce que le genre, politiquement, peut apparaître compliqué, peut poser des questions morales qui ont entouré les sorties de films comme Death Wish, de Michael Winner, ou de l'Inspecteur Harry. Donc c'était assez compliqué, mais des personnes y ont cru, dont Christian Viviani. Et à la suite de ça, une fois la thèse soutenue quelques années après, il m'a semblé bon et on en a parlé avec Jérôme Dittmar longuement, d'essayer d'en faire un livre, quelque chose de réadapté complètement. La thèse a été réadaptée, réécrite, pour faire entrer dans le champ de la critique, en tout cas d'essayer de proposer d'avoir une lecture critique de ce mythe du vigilante. Pardonne-moi cette question un peu basique, mais quand tu évoques le fait que ça pouvait être compliqué au sein même de l'université, voire même aussi au sein même de la critique, qui très souvent, effectivement, en reprochait à ces films-là une espèce
Oui, un côté très réactionnaire. Est-ce que, quand tu parles de ça, est-ce qu'il y a aussi, peut y avoir aussi un amalgame entre celui ou celle qui essaie de réhabiliter ces films avec soi-disant les thèses que ces films pourraient véhiculer. Donc, en gros, très simplement, Yal Sadat écrit et réhabilite ces films. Ça veut dire aussi que Yal Sadat cautionne ces thèses-là. Voilà, je te le lis de manière assez basique, mais est-ce qu'il Oui, peut y oui, avoir oui. cet amalgame-là? Non, mais j'ai bien compris, mais voilà, c'est tout l'intérêt en fait de ce genre, c'est-à-dire qu'il pose des questions, il pose des questions sur justement à quel moment filmer le comportement d'un personnage et filmer l'éthique d'un individu, à quel moment on bascule en basculant dans son champ perceptif, hein, parce que c'est ça, hein, c'est la question du vigilantisme, du justicier, donc qui souvent procède, qui utilise des armes à feu. On est dans la question de on s'arrime à son regard parce qu'on vise avec lui. Hein, on est avec lui on embrasse sa perception. Et quand on entre dans son champ perceptif, à quel moment on valide son champ idéologique? À quel moment on entre, on bascule dans son champ idéologique? C'est toute la question du genre. Alors voilà, et c'est une question qui se pose pour en fait n'importe quel film, c'est-à-dire à quel moment vous filmez les agissements des personnages et à quel moment vous les approuvez. Pour moi, déjà premièrement, il y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai jamais considéré, jamais devant n'importe quel film, qu'on parle de Vigilant Movie ou autre, que filmer les agissements d'un personnage supposait à un moment donné les cautionner. Par ailleurs, le postulat de ce livre, c'était quand même de voir, de se rendre compte quand on fréquente un peu le genre, que très peu des films de Vigilant Movies, en tout cas parmi les bons, euh, très peu nombreux sont ceux qui cautionnent ou ceux qui ménagent une ambiguïté, si vous voulez, si tu veux, je suis d'accord. Ça, mais une vraie ambiguïté, parce que quand on dit ambigu, il y a souvent cette espèce d'amalgame, justement. On dit ambigu, mais en fait, on veut dire réactionnaire, immoral, de droite. Raciste même Raciste. parfois. Voilà, exactement. Or, non, l'ambiguïté, c'est pas ça. L'ambiguïté, on se pose une question justement d'ordre moral et on a l'impression d'être effectivement dans une zone grise, pour le dire vulgairement. Et voilà. Je pense que les films sont éventuellement, majoritairement dans une zone grise, dans une vraie ambiguïté, mais ils sont très très peu à être réellement réactionnaires. Voilà. Et donc, pour te répondre, pour ces deux raisons-là, non, moi, j'avais pas du tout peur de ce côté subversif, comme on dit, ou plutôt du côté immoral de la chose. J'avais pas du tout peur de mettre les mains dans le cambouis de ce point de vue-là. Bien sûr, en plus, et c'est un exercice critique, donc il y a pas. Juste, j'ouvre une autre petite parenthèse. J'avais pas prévu cette question. Peut-être ça va te parler. Bon, Microciné est une chaîne YouTube et dans cette espèce de communauté, ce qu'ils appellent le YouTube Game Cinéma, il faut savoir que il y a beaucoup de chaînes, confrères, consoeurs, qui trouvent une espèce d'idéal dans le cinéma américain. Pas forcément des années 70, mais très souvent des années 80. Et un cinéma américain qui est vraiment pas, qui est pas frontalement un cinéma comme le Vigilante, mais qui, comment dire, il y a des fulgurances. Et parfois, ça peut être soit des personnes qui sont de notre génération, c'est-à-dire la quarantaine, et donc qui ont grandi dans les années 80, ou alors d'autres personnes qui ne sont pas forcément issues de cette génération, qui doivent avoir peut-être entre 15 et 25 ans, mais qui y trouvent quelque chose. C'est juste une parenthèse, peut-être que tu t'es posé cette question-là. Est-ce que, selon toi, comment tu peux l'expliquer, ça? Concernant les années 80 et l'effet Mais vraiment début 80, hein, parce que vers la fin, après, c'est autre chose, c'est un autre cinéma, mais comment tu pourrais l'expliquer, ça? Oh, bah, je pense que ça va avec la question aussi c'est évidemment générationnel, mais ça va aussi avec la fascination pour les années 70. On est fasciné par la transition, j'ai l'impression. C'est-à-dire justement par l'idée qu'il y a un cinéma qui a été possible, disons, pas un seul cinéma, plusieurs cinémas. C'est aussi d'ailleurs, ça rejoint ce que Jean-François Roger écrit dans la préface du livre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies qui se sont dessinées, qui sont passionnantes à emprunter et à voir comment elles se recoupent ou non.
Et dans les années 80, au début années 80, ça continue encore, c'est-à-dire on connaît cette histoire effectivement de la fin du Nouvel Hollywood et la porte du paradis qui met un coup d'arrêt, etc. Mais il y a quand même des choses qui continuent de se faire dans la décennie 80 qui sont fascinantes. Et pour moi, la véritable fin, d'ailleurs, c'est un peu, ça rejoint l'histoire du Vigilant Movie, si on doit recouper un peu les choses. Le Vigilant Movie s'arrête sans hasard. Enfin, disons que les franchises s'essoufflent et aussi beaucoup de cinéastes s'essoufflent à la fin des années 80, au moment où les super-héros arrivent. Ouais. Même s'ils vont mettre 10 ans avant de durablement s'implanter, hein, de 89, voilà, 89, c'est l'année à la fois de Batman et de The Punisher. Il y aura 10 ans avant que Marvel véritablement prenne son envol. Mais je veux dire, c'est pas un hasard. Voilà. Donc moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont fascinantes dans les années 80, qui sont dans la décantation directe des années 70. Et c'est une question générationnelle. On a connu ça enfant, évidemment, et on en a été les premiers héritiers. Le livre. Alors, j'aimerais que tu me parles un petit peu de la manière que tu as. Alors, je sais que c'était à la base, c'était une thèse, mais comment tu as reconstruit cela? Comment tu as travaillé sur la structure du livre? Petit 1 et petit 2. Pourquoi? Et ça, c'est ça qui est aussi passionnant. Pourquoi avoir choisi en parallèle de raconter une histoire qui est cette histoire qui s'est déroulée en 84, pardon, qui est une espèce de fait divers, et de l'avoir comment dire, dispersé, segmenté dans tout le livre. Et surtout, pourquoi tu as appelé ça le procès d'un rat? Oui. Alors, sur la construction, effectivement, j'avais une construction chronologique au départ de thèse que j'ai bousculée parce que, pour des raisons. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas hésiter, quand on raconte une telle histoire, à procéder par association d'idées, un peu presque marabout coup de ficelle, à partir des années 80 et donc du fait divers dont tu parles, qui est une histoire bien réelle du subway vigilante, donc d'un homme qui a ouvert le feu dans le métro et qui a fait une sorte de Death Wish, donc le justicier dans la ville avec Charles Bronson, dans la vraie vie, on pourrait dire un real life vigilante. Donc partir des années 80 pour ensuite aller voir dans le vieil Ouest, puisque c'est la racine historique du vigilantisme à l'américaine, c'est évidemment le vieil Ouest. Pas uniquement, il y a aussi la question, même si on remonte avant le front pionnier, encore un siècle avant, il y a déjà la question des milices, etc., se défendre face au joug de la couronne britannique, évidemment, mais il y a des racines historiques, et puis ensuite repasser à l'inspecteur Harry, donc aux années 70, et puis ensuite aller voir avant l'inspecteur Harry, mais entre si tu veux, le vieil Ouest et l'inspecteur Harry, il y a les années 30, et il y a déjà des vigilantes à cette époque-là. Il y a un cinéma de vigilant movie, même si parfois les vigilantes n'ont pas d'armes. Ils œuvrent dans les sphères politiques, dans les coulisses du pouvoir ou dans les coulisses médiatiques. Donc, pendant la Grande Dépression, voilà, je n'ai pas hésité donc à déchronologiser ma réflexion sur la question de faire cohabiter le réel et le cinéma, notamment à travers cette histoire donc, du subway vigilante qui revient. Donc c'est le procès d'un rat, effectivement, j'ai appelé ça comme ça parce que ce vigilante, c'est cet homme qui a ouvert le feu et tiré sur 5 personnes, 5 adolescents dans le métro new-yorkais en 84. Se nommait lui-même afro-américain. Ça, pour toi, c'est important parce qu'il va y avoir un lien. Dans l'enquête, effectivement, toute la question était de savoir si c'était un crime raciste, c'est-à-dire qu'il avait tiré sur ces hommes-là parce qu'ils étaient noirs ou pas. En tout cas, cette histoire-là, ce personnage-là s'est baptisé lui-même, il s'est comparé à un rat furieux, en disant l'individu de la ville moderne, en l'occurrence New York, face à l'incurie de la police, face à la surpopulation, à la banqueroute des pouvoirs publics et à la violence omniprésente, ne peut que se changer en rat. C'est en gros le discours de
en rat qui lutte pour sa survie. Et lui disait, moi, je n'ai pas tué, j'ai pas tiré sur ces gens en raison de leur couleur de peau ou quoi que ce soit. C'est simplement parce qu'ils me menaçaient. Donc l'enquête prouvera qu'il y avait une véritable menace, mais enfin, pas sans pour autant que ces gens méritent de se faire tirer dessus. Mais enfin, le discours de Goetz, donc c'est le nom de cet homme, Bernard Goetz, était de dire de telles dérives, c'est-à-dire le fait que le citoyen se mette passe à l'autodéfense par l'arme à feu, était inévitable. Presque mathématiquement, c'est quelqu'un qui a un discours c'est un type qui est plutôt ingénieur et qui a un discours très scientifique, très, très cartésien, voilà, de dire face à de tels débordements urbains, il est impossible de considérer que l'individu, à un moment donné, ne passe pas à l'autodéfense armée. Bon, voilà, donc c'est assez tragique et c'est assez glaçant. Moi, je raconte en fait ça et je l'adosse au cinéma parce que ce mythe du vigilante, c'est pour montrer à quel point il est intriqué comme ça entre le cinéma et le corps social. Il est directement dans l'imaginaire américain. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Je disais tout à l'heure que on avait beaucoup défriché, beaucoup réfléchi voilà, au cinéma des années 70 et au western. Moi, ce que j'ai fait, c'est fort voilà, de tous ces films qu'on a réhabilités, auxquels on a réfléchi. Le terrain avait été excavé et moi, j'ai pris une loupe voilà, sur un élément de toute cette mythologie et je me suis intéressé à ce mythe particulièrement parce qu'il est un peu comme ça, le vigilante, il est un peu enclavé entre le western et le super-héros, disons, hein, entre une époque révolue et puis une époque dans laquelle on est, j'oserais le dire, englué encore. Moi, j'en ai un peu ma claque pour le dire vulgairement des super-héros, mais je veux dire, c'est pas cette question de la justice, en fait, et de l'individu et de la justice, elle est encore à l'époque des super-héros et du Trumpisme et de ce qu'on observe encore récemment, c'est-à-dire des tueries qui sont encore plus redoutables que celles de Bernard Goetz dans le Subway en 84. La Cour suprême qui renforce le deuxième amendement, donc qui suppose le droit de détenir et surtout de porter des armes. C'est-à-dire que là, on garantit, on pérennise la possibilité sur tout le territoire de porter des armes à l'extérieur de chez soi, en concealed carry, c'est-à-dire le port d'armes dissimulé. Donc, on est encore en plein dedans, si tu veux. Et tout ça pour te dire que voilà, le réel, la construction du livre qui donc allie le réel et le cinéma, pour moi, était coulée de source. Pour comprendre le vigilante, dans le livre, très vite dès le début, tu en expliques un peu les origines et on comprend finalement que ça, c'est toujours lié à la construction de ce pays, quoi, et que ça va même beaucoup plus loin. Souvent on dit le pays s'est construit les États-Unis, c'est lié à la violence et on comprend très vite que les origines de cela, ça remonte non pas au début du XXe siècle, mais beaucoup plus loin et par le biais même d'un personnage très particulier. Et ça, je crois que c'est un élément important et fondamental qui permet de contextualiser tout ça. Pas de le justifier, mais de le contextualiser. Absolument, oui, c'est ça. C'est pas du tout une justification. C'est comme ça. Comme tu le dis, quand on part dans les origines, voir du côté des origines du vigilantisme et des premiers comités de vigilance, parce que faut bien séparer les choses. Il y a les lyncheurs, les lynch mobs, comme on dit, qui mèneront à ce qu'a été le Ku Klux Klan. Il y a cette justice sauvage-là. Hein, on peut dire que c'est des vigilantes tragiquement célèbres, enfin, tristement célèbres et ultra violents, etc. Et absolument condamnables. Et puis, il y a un vigilantisme un peu plus, encore une fois, un peu plus ambigu, réellement. C'est-à-dire les premiers comités de vigilance qui se créent à San Francisco, ville où se situera l'inspecteur Harry, 100 ans plus tard, plus de 100 ans plus tard, c'est-à-dire dans la Mecque des progressistes et du mouvement Flower Power, Summer of Love, hippie, etc. C'est aussi le creuset du vigilantisme et du premier comité de vigilance qui s'est constitué pour éradiquer les fauteurs de troubles, mais aussi pour éradiquer les lyncheurs racistes. C'est ça l'histoire de la justice américaine, c'est des lyncheurs qui lynchent les lyncheurs. Voilà.
Donc, c'est quand même une histoire. C'est effectivement, voilà, c'est-à-dire cette idée qu'on peut privatiser la justice, que le citoyen, l'individu seul même, au-delà des milices, peut agir et se substituer à l'État. C'est quand même quelque chose qu'il faut. On ne peut pas comprendre ce que devient l'Amérique encore aujourd'hui si on ne s'intéresse pas à ça. En termes de cinéma, si tu veux, je parlais tout à l'heure de la question de la visée, la question de s'arrimer à un regard, le regard d'une vigie. Tout ça, c'est des questions de cinéma qui touchent très vite à la morale, dont j'en ai parlé. Mais c'est aussi, pour moi, ça répond complètement même à ce qu'a écrit Bazin sur le western. C'est-à-dire que si le western est le cinéma américain par excellence, le vigilante est le héros américain, le héros de cinéma américain par excellence, hein, parce que c'est lui qui détermine, c'est son regard son regard est celui d'une arme. Et donc le plan américain qui est déterminé par la place de l'arme à la ceinture, évidemment comme on le sait, du cowboy ou du pistolero. C'est ça, on est dans cette grammaire-là. Et on est dans la question du jeu, hein, c'est toujours le jeu, au sens JE, l'individu qui sait dire jeu, qui agit, qui vise et qui est en adéquation ou pas entre ses aspirations, son éthique et ses actes. Et évidemment, toute l'histoire du vigilante, c'est ça que c'est du vigilante movie, notamment dans les années 70 et dans ce que j'appelle le vigilante post-moderne. On voit qu'en fait, cette adéquation est totalement déréglée. C'est ce qui a été raconté par les différents observateurs. Jean-Baptiste Torek, que tu as reçu, lui travaillait sur l'énergie en pure perte chez les personnages du Nouvel Hollywood ou sur les personnages du cinéma américain des années 70 en général. On peut regarder ça chez le vigilante des années 70 et par exemple Paul Kersey, donc c'est le personnage de Charles Bronson dans Death Wish, ou l'inspecteur Harry ou d'autres, Walking Tall, Justice Sauvage, le personnage joué par Jordan Baker qui s'appelle Buford Cousser, qui a réellement existé comme beaucoup de ces personnages. On voit qu'il y a un problème effectivement d'adéquation entre morale et acte qui finalement confine à une forme de folie. Enfin, c'est-à-dire que c'est la question, il y a une question qui traverse, je crois, pas mal le livre, qui est la question des pathologies en fait qui sont derrière ça, mais pas au sens où je diagnostiquerais les personnages, ce qui m'intéresse pas du tout de livrer quelque chose, mais plutôt les films, parce que les films prennent la forme des afflictions de ces différents vigilantes. Et voilà, et moi, ce qui me passionne, c'est que on voit à quel point cet individualisme chevillé au corps, le rugged individualism, qui est toute la question de la culture américaine, mais aussi de cette figure-là, le vigilante. On voit comment ce rugged individualism, cette liberté, cet idéal de liberté chevillé au corps, conduisent à une forme complètement malade, à une forme de maladie, une forme de folie. Et encore une fois, je ne veux pas dire Harry Callahan dans l'Inspecteur Harry ou Travis Bickle dans Taxi Driver souffrent de ci ou ça. Je veux m'intéresser à comment les films eux-mêmes trouvent une forme pour dire cette folie. Comment ils trouvent toute une sorte de signe pour rendre compte de cette pathologie. Voilà. Mais ces films-là, on va dire ceux des années 70 et un peu les années 80, ce sont des films qui sont produits par des studios. Alors, Hollywood, comme on le connaissait au début du XXe siècle, n'est plus vraiment le Hollywood, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est le nouvel Hollywood, c'est ce qu'on dit. Mais et moi, la question, c'est vraiment d'ordre économique pour le coup. C'est pourquoi, selon toi, je parle pas des réalisateurs qui font des films, je parle des studios qui les produisent. Pourquoi, selon toi, ces studios ont produit à un moment ce genre de film-là, énormément d'ailleurs. Pourquoi ils en sont arrivés à cela? Il y a une manne en fait qui s'est créée assez facilement à partir du moment où alors, si on parle pas des années 30, si on parle pas de la reconduction de la figure à travers des personnages de flics, de vigilante cops ou de flics, comme on a pu voir à la fois j'en parle un peu dans le livre, hein, tout ça c'est à la fois dans certains films de Don Siegel, dans Crime Wave d'André Notos, dans d'autres films, Dragnet, enfin voilà, ou dans les films des années 30.
Si on parle du moment où la presse parle de vigilante movie, donc les années 70, c'est vraiment l'inspecteur Harry. Il y a aussi un film, on peut citer un film comme Joe, il y a un chapitre aussi à son sujet. Joe, c'est aussi l'Amérique. J'aime beaucoup le titre français, encore plus, le titre anglais est plus dépouillé, mais donc Joe, c'est aussi l'Amérique. C'est un film qui est le premier film non érotique de la Canon, de Canon Group, qui marche. Et en fait, on comprend qu'il peut y avoir au sein de la population américaine un fort désir de voir des figures d'incarnation de l'ordre. Et si tu veux, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un désir de retour de bâton, que ce qu'on appelle la majorité silencieuse, donc voilà, ce que Nixon appellera la majorité silencieuse, qui n'est pas, disons, progressiste, qui n'est pas forcément pour le retrait des troupes au Vietnam, qui n'est pas contre le port des armes à feu. Cette population-là conservatrice aimerait voir des figures de l'ordre pour restaurer la sécurité, mettre fin à l'anarchie ou voilà, au désordre que les républicains, que les conservateurs identifient quand ils observent les émeutes, par exemple les émeutes raciales, tout ce qui s'est passé entre 64 à peu près et 67 de New York, de New York jusqu'à Détroit, hein, les émeutes, voilà, ce qui est identifié comme un désordre intolérable va générer cette envie de voir des figures incarner l'ordre, encore une fois. Donc l'inspecteur Harry, lui, c'est l'idée quand même, c'est un film dont le récit très célèbre fait écho à l'affaire du Zodiac, parce que Scorpio, donc le méchant, c'est Scorpio, ce tueur fou qui tue presque à l'aveugle, rappelle le tueur du Zodiac, et quand le film est mis en chantier, le Zodiac n'est évidemment pas encore attrapé, puisqu'il n'a toujours pas identifié aujourd'hui, et il y a ce désir, il y a cette idée chez les executives de la Warner, de dire ce serait formidable, le public adorerait voir un super flic intransigeant comme Harry Callahan mettre fin sur l'écran à une affaire qui est toujours en cours dans le réel. Hein, cette espèce de catharsis comme ça, sécuritaire, libéral sécuritaire, où il n'y a pas d'entrave, où tous ces débats sur les droits Miranda, les droits Escobedo qui garantissent voilà, la liberté de garder le silence des victimes, etc., qui garantissent les droits des suspects plutôt, pas des victimes. Tout ça, toutes ces mesures étatiques qui sont de l'ordre de l'état de droit, en fait, le citoyen américain, enfin, il y a cette idée chez les producteurs que le citoyen américain en a marre et qu'il aimerait bien voir un personnage rendre la justice sans entrave. Voilà, donc ça, c'est l'inspecteur Harry. Maintenant, quant à dire, est-ce que c'est la vraie raison? Est-ce que les gens ont applaudi ces films-là, ont été les voir parce qu'ils étaient tous dans l'adhésion totale à l'idée d'une justice sommaire, expéditive, etc. Ça, rien ne permet de le prouver. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des gens qui ont été... Ce serait très gros quand même, ce serait trop gros, je trouve, à mon avis. Voilà, ce serait trop gros. Ce qu'on sait, c'est que quand un film, disons pour le dire vite, fait scandale, il a en général pas mal de succès. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont été le voir en adhérant, à la fois en aimant le film et en adhérant peut-être au message. Et puis des gens ont été extrêmement choqués et l'ont détesté. Hein, la critique de Pauline Kael, qui parle de fascisme moyenâgeux au sujet de l'inspecteur Harry, on peut dire que ça peut donner envie à des gens, même s'ils seront d'accord avec elle à l'arrivée, d'aller voir le film pour se faire leur opinion. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tous les gens ont pris au pied de la lettre, tous les spectateurs ont pris au pied de la lettre la quête de justice sauvage de l'inspecteur Harry. Et ils ont raison, parce que le film n'est pas, à mon sens, une apologie de la justice expéditive. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu cites ce film-là, mais ça, je veux dire que quand on parle de ce genre de cinéma, très souvent, on a en tête alors, on est un peu cinéphile, donc nous, on va citer aussi et les acteurs, mais aussi les noms des réalisateurs. Certes, il n'y a pas de souci avec ça, mais le public au sens large du terme donneront Bronson, voire Eastwood. Et ça peut même leur coller à la peau. C'est-à-dire que là, on est plus dans la fiction, et je sais qu'on sait que quand Eastwood a fait des années après
J'ai un trou de mémoire, c'est horrible, ce film où la critique de gauche a complètement adoré. Oui, alors il y a eu sur la Oh là route de là. Washington, Non, impitoyable. c'est début 80, tu sais, c'est le film, c'est terrible. Anki Tankman. Oh oui, 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 bah, il y a eu plusieurs. Bon, la carrière d'Eastwood, ce n'est qu'une, comment dire, un long droit de réponse à la polémique de l'inspecteur Harry. Hmm. J'exagère à peine en disant ça, mais en fait, elle est balisée, elle est jalonnée de droits de réponse à la critique de Pauline Kael, à commencer par les suites de l'inspecteur Harry, Magnum Force, évidemment, film où Harry affronte un gang une sorte d'escadron de la mort composé de flics réellement fascistes, presque crypto-nazis, qui abattent les suspects relaxés voilà, à la sortie du tribunal. Donc, effectivement, lui, c'est une manière de dire, voilà, si vous vouliez voir des flics vraiment réactionnaires, les voilà. Moi, je suis libertarien, j'ai un idéal comment dirais-je, d'autodéfense ou de droit, de savoir quelles sont mes limites. Je saurais m'arrêter avant de basculer du côté du fascisme. Je saurais agir à la place de l'État, mais sans me substituer, enfin, sans franchir des barrières morales. Voilà. Ça, c'est un peu le discours de Harry dans Magnum Force, et de dire, voilà, en revanche, les vrais flics réactionnaires, ils sont en face de moi. Cette très célèbre scène où ces flics-là sont en face de lui, essayent de l'intégrer à leur groupe, et lui dit, non, non, je pense que vous vous trompez sur mon compte. Et vous vous trompez sur mon compte, c'est ce que Clint Eastwood répète et ressasse à chaque film. Et effectivement, Impitoyable est aussi un examen de cette figure de même que Pell Rider l'était. Enfin voilà, c'est-à-dire un examen de cette figure du justicier solitaire qui en fait moralement, c'est une position qui moralement est intenable, mais qui permet par la légende, toujours un peu l'héritage fordien chez Eastwood, l'homme qui tue à la Liberty Valance, par la légende oui, de continuer à imprimer sa légende et à rendre la justice de cette façon-là. Alors, mais je m'égarais parce que là, on est sur Eastwood. Mais de façon générale, tu as dit quelque chose qui est très vrai, c'est que ça colle au personnage et qu'il y a quelque chose qui fonctionne sur l'identification à un acteur. Donc, Charles Bronson, Clint Eastwood, ce sera d'autres plus tard. Aujourd'hui, on pourrait parler de l'exemple qui est un peu un exemple à part, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas américain et qui en plus œuvre dans des films qui sont souvent coproduits par la France, c'est-à-dire Liam Neeson. Il est associé maintenant à la justice, à la vengeance personnelle, etc. En fait, il y a quelque chose qui tient, à mon sens, aussi à l'héritage de John Wayne, c'est-à-dire John Wayne, c'était quand même, s'il y a bien un acteur où il y a eu cette fusion comme ça comme on dit, de la persona et d'un esprit, d'une sorte d'éthique comme ça, virile, morale, conservatrice, etc. Une certaine tradition, voilà, c'est bien la figure de John Wayne. Et John Wayne était d'abord John Wayne, voilà. Alors, je pense qu'effectivement, il y a ça aussi. Il y a ce désir de revivre ça de la part du public peut-être, et en tout cas chez les cinéastes, sont très conscients que on fait revenir Charles Bronson et sa célèbre moustache de la même manière qu'on faisait revenir John Wayne. Il y a une forme comme ça de fusion qui est assez intéressante, qui est totalement assumée par Bronson. Il en joue, enfin, je veux dire, sans même que ce soit très conscient, il revient toujours en tant que père la justice. Hein. C'est le père la justice, c'est vraiment le pater, hein, au sens père, c'est la figure du père. Il a déjà 50 ans quand il endosse le rôle de Paul Kersey, plus de 50 ans, et il va continuer, il va le jouer à 5 reprises, et c'est toujours le désir de voir le père revenir pour restaurer l'ordre moral. Eastwood, c'est plus compliqué, je le disais. Il continuera de jouer les justiciers, mais toujours pour rediscuter et revenir sur le divan. On dit qu'il avait fait lire, ça c'est l'anecdote célèbre, et invérifiable, il aurait fait lire la critique de Pauline Kael de l'inspecteur Harry à son psy, qui lui aurait dit, mais ne vous inquiétez pas, elle est amoureuse de vous, c'est juste ça. Pour la blague. Je la connaissais pas, celle-là. Ah oui, c'est pareil. Alors après, c'est une manière de revenir sur le divan et de rediscuter. Il y a toujours cette manière de Grand Torino étant peut-être le moment où il dit vraiment adieu à cette question-là. Puis je pense que même si les films de Eastwood qui viennent après sont tous crépusculaires, le vrai crépuscule de l'inspecteur Harry, je pense, c'est Grand Torino.
Et dans Gran Torino, il y a ce geste incroyable, d'ailleurs, dont tu expliques, non pas, tu reprends ce qu'avait fait, je crois que c'était Trump ou un sénateur, je ne sais plus, quand il fait semblant de prendre un flingue, et en fait, il n'a rien. Ça, c'est un truc intéressant. C'est Mm. vraiment la fin de quelque chose, là, c'est vraiment la fin de l'inspecteur Harry, ça, dans Gran Torino. Oui, c'est-à-dire, et c'est de manière très consciente. Mm. Très consciente. Il y a la scène, effectivement, où d'abord, il procède par leurre, par mise en... Enfin, voilà, il sort son doigt, il déstabilise en fait son index qui pointe les voyous. Les voyous sont déstabilisés, puis après, il sort une arme véritable. Oui, ça. Et tout le travail est fait, c'est par le leurre, quoi. Peut-être que l'arme n'est même pas chargée, enfin bon. À la fin du film, et ça, désolé pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Peu importe, c'est pas grave. voilà, c'est-à-dire, c'est rejouer la scène de l'inspecteur Harry, où là, il y avait une manière de sortir son arme avec la tirade rituelle. Je sais ce que tu penses, est-ce que j'ai tiré 5 fois ou 6 fois, etc. Et tente ta chance, ça veut dire tente ta chance, do I feel lucky, est-ce que c'est inciter l'autre à tirer, à faire un move, comme on dit, un mouvement pour que lui puisse le descendre en retour. Et ça ne manque pas de réussir. C'est ça qui est tragique, c'est qu'il n'a pas pu, Dirty Harry n'a pu s'empêcher de livrer Scorpio à la justice. Il a franchi la limite. Après, on peut discuter, c'est-à-dire la fin est ouverte. Ce type-là, finalement, est-ce qu'il méritait de mourir? Enfin bon, ça, c'est ouvert, mais en tout cas, il est certain qu'il y a dans le comportement de Harry quelque chose qui est oui, le désir de mort. Ce sera le titre de Death Wish. Ça correspond bien, je pense, à Harry Callahan aussi. Dans Gran Torino, il y a une manière de rejouer ce leurre, ce jeu un peu rituel, de tromper de jouer avec les nerfs et avec les sens et avec la compréhension de l'ennemi en sortant non pas une arme, mais un briquet, en fait, et s'attendant à le voir sortir une arme, il lui tire dessus. Et en fait, parce qu'ils ont tiré sur un homme désarmé, ils vont être livrés à la police et à l'État. Donc, quelque part, c'est une manière de remettre finalement le criminel à l'État, à la fin de Gran Torino. C'est quand même très parlant. Voilà, c'est la mort du justicier solitaire. D'ailleurs, il meurt. Et ce geste-là, c'est quand même le geste de Paul Kersey, donc Charles Bronson à la fin de Death Wish, très célèbre. C'est le geste de Travis Bickle dans Taxi Driver, qui est dirigé à la fois sur l'écran d'un cinéma porno et qui est dirigé vers sa propre tempe. Voilà, donc c'est à la fois tuer, se suicider, enfin bon, voilà. Et donc Eastwood le fait dans Gran Torino, pareil, manière de récapituler avec une distance ironique, pour dire tout ça était un jeu d'enfant, c'est-à-dire là est la folie de l'individu poussé de l'individualisme poussé dans ses retranchements. C'est une folie parce que c'est une régression vers le stade de l'enfance, et c'est-à-dire s'imaginer qu'on fait pampan avec un pistolet à eau, quoi. Sauf qu'en fait, on a vraiment une arme. Le rapport à l'arme est le rapport à l'arme à feu dans les Vigilant Movies est un rapport de régression, toujours, vers l'enfance, et de régression dans le temps vers l'époque du front pionnier, vers le vieil Ouest, où à l'époque, effectivement, posséder une arme était nécessaire pour sa survie, etc. Pas de police, donc pas de police nulle part, auto-justice partout. Fatalement, ça se passe comme ça, si vous voulez, dans une société archaïque. Mais nous ne sommes plus dans une société archaïque, et ces personnages-là, qui évoluent dans le contemporain, eh bien, les films ne manquent pas de montrer leur schizophrénie, leur folie, leur régression vers ce stade primitif. C'est-à-dire, mentalement, ils régressent, et ils en reviennent à l'enfance de l'Amérique et l'enfance de l'individu, quoi, qui fait ça, voilà, comme un enfant qui joue. Mais au sein du Vigilante, est-ce qu'il y a eu plusieurs styles, plusieurs déclinaisons? Là, tu parlais de l'inspecteur Harry, c'est un flic qui lutte contre l'injustice. Bronson, lui, plutôt, il essaye de protéger sa famille. Non, il les venge plutôt. Est-ce qu'au sein même du Vigilante, il y a eu plusieurs comme ça, plusieurs strates, plusieurs types de films? Oui, oui. Alors, est-ce que tu veux dire en termes moraux, ou est-ce que tu veux dire en termes J'entendais par là, oui, au niveau des termes moraux plutôt. Alors, en fait, déjà, il y a la question on pourrait séparer la question des flics, des vigilante cops,
J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a dans les films de Don Siegel qui annonce l'inspecteur Harry, par exemple, Madigan, qui s'appelle Police sur la ville en français, ou avec Richard Widmark, ou Un shérif à New York, film avec Eastwood, voilà, qui marque en fait la première collaboration. Il y en aura 5, si je ne dis pas de bêtises, de Eastwood et Don Siegel. Si tu veux, les films de flics sont davantage. Oui, enfin, je dirais qu'ils réfléchissent à la condition du policier et ils rebondissent sur un contexte assez houleux, notamment les films des années 60, puisque ce sont des films pour beaucoup qui se passent à New York, et à l'époque, la police de New York souffre à la fois de corruption, enfin de réelles bavures absolument intolérables, d'exactions. Enfin, on est vraiment revenu quelque part dans le vieil Ouest, même si on est à New York, dans le New York des 60s. Et Serpico est un film adapté d'une histoire vraie qui répondra à tout ça. Mais aussi les films à cette époque-là montrent des figures d'hommes déstabilisés parce qu'ils sont à la fois conservateurs, mais trop intelligents et trop conscients de la déroute du corps policier pour ne pas être mélancolique et ne pas apporter une mélancolie. Et il y a aussi la question d'impuissance qui voyage à travers ces différents personnages de Vigilante Cops. Il y a un sentiment vous voyez, que la justice à l'ancienne, à la manière forte, à la force du canon, ne marche plus tellement. Les mouvements contre-culturels sont émergents. Et évidemment, il y a cet antagonisme dès les années 60 entre la libération des mœurs. C'est très bien incarné par un film comme Le Détective de Gordon Douglas, avec Frank Sinatra, qui aurait dû jouer l'inspecteur Harry, s'il ne s'était pas cassé la main sur le tournage d'un film de Frankenheimer, je crois. Et ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement donc cette famille de Vigilante Cops qui va annoncer l'inspecteur Harry, et puis on a les personnages plus, oui, le citoyen, comme à l'image de Paul Kersey, qui lui, c'est ça que je trouve très beau, moi personnellement. Enfin, c'est-à-dire, c'est peut-être une des premières choses qui m'a ému, c'est l'idée que le kidam, hein, le monsieur tout le monde, puisse basculer, éclater sa condition, si tu veux, pour le pire et pour le meilleur, et en général pour le pire, pour se changer en justicier. Avec peut-être l'idée de bien faire ou de mal faire, ça dépend des personnages. Parfois, ils ont l'idée de bien faire et se transformer en monstre. Il y a quelque chose qui tient pour moi du lycanthrope. Tu vois, si on est dans le loup-garou, on est dans le vampire, on est dans quelque chose comme ça. On est toujours aux limites du fantastique, dans cette idée que quiconque peut basculer comme ça dans la nuit urbaine et se changer en redresseur de tort. Pour moi, c'est quelque chose qui est bien plus intéressant que le super-héros. En tout cas, j'ai rien contre les super-héros, il y a des très bons films, mais disons que ça a été durablement filmé de manière intéressante et extrêmement ambivalente dans le cas de Vigilante Movie, alors que ça s'est beaucoup plus banalisé, ritualisé de manière moins, à mon sens, moins intéressante du côté des super-héros. Mais voilà, pour te répondre, il y a plusieurs familles comme ça. Le policier ou alors le kidam lambda, pour le dire vite, qui prend les armes. Et puis après, il y a aussi la question des... donc, c'est pas tout à fait la même question morale, si tu veux. On parlait de morale, c'est pas tout à fait pareil parce que le policier, a priori, est habilité à assurer l'ordre. Un citoyen qui prétend le faire par vengeance, parce que c'est ça aussi la grande question, c'est-à-dire qu'on peut toujours se demander, un peu comme ce sera le cas de Batman qui porte cette question-là, dans quelle mesure il incarne la justice réellement, sincèrement, et dans quelle mesure derrière ça, il y a une quête de vengeance personnelle. Voilà, c'est pas du tout la même chose. D'être le comte de Monte Cristo qui se venge de des différentes personnes qui lui ont fait offense, ou d'être quelqu'un qui ne s'en prend pas directement à ses agresseurs, mais qui s'en prend, qui se substitue à la police. C'est pas tout à fait la même chose politiquement et moralement. Et d'ailleurs, quand c'est le cas de Taxi Driver, quelqu'un qui n'a rien subi, mais qui se met en tête de sauver quelqu'un qui n'a rien demandé, hein, d'aller chercher la femme façon prisonnière du désert de John Ford, voilà, c'est encore une autre question qui est presque traitée de. Enfin, c'est presque ça qui est effrayant, c'est que
Travis Bickle, on ne sait pas bien comment on est la vocation justicière chez lui dans Taxi Driver. Voilà. Dans La Prisonnière, on a une idée de ce que représente Ethan. Ouais. Tu disais au début de l'émission, tu parlais à un moment des bons films du Vigilante. Ce serait quoi pour toi, finalement, un mauvais film? Alors, un mauvais film de Vigilante, ce serait. Je ne parle même pas en termes idéologiques, c'est-à-dire est-ce que. Non, c'est vraiment cinématographique pour le coup. Ambiguïté, voilà, parce que ce serait facile de te répondre que ceux qui sortent de l'ambiguïté pour aller franchement du côté de la non-ambiguïté, c'est-à-dire du côté réactionnaire, voilà, c'est même pas forcément ça le problème. Le problème, c'est ceux qui ne s'intéressent, qui font de leur personnage une formule. Déjà, pour des raisons, je veux dire, en pur terme marketing, mais aussi en pur terme moraux, esthétiques. Un film comme, par exemple, si tu prends un film comme Police Connection, qui sort sur le succès de French Connection, mais ça c'est le titre entre guillemets français, Badge 373, un film de Howard W. Koch, ou Koch, et avec Robert Duval, et qui joue une sorte de post-inspecteur Harry, inspiré du même personnage que French Connection, Eddie Egan. En fait, ce personnage-là, de flic qui a réellement existé, qui était à l'origine du démantèlement de la French Connection. Ce personnage-là, dans le film, est montré comme un type qui il est là pour dessouder des ennemis qui sont qui sont simplement marqués comme des espèces d'apparitions très caricaturales. Si tu veux, moi, ce que je vois dans ce film, c'est une manière de surfer sur un dispositif idéologique, de surjouer l'ambiguïté, de dire tiens, on va aimer que ce personnage franchisse, qu'il ait un vocabulaire raciste, que peut-être il tue non pas parce qu'il élimine des truands, mais parce que et qu'il veut éradiquer le crime, mais parce qu'il est raciste. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on peut se poser cette question. C'est ça qui est passionnant avec le cinéma, avec les scénarios, mais aussi les films réalisés par Paul Schrader. Paul Schrader est quelqu'un qui, par exemple, avec Rolling Thunder, voulait obtenir un personnage qui soit. Parce que Rolling Thunder n'a pas été réalisé par Schrader, il a été réalisé par John Flynn, mais c'est un film que Schrader voulait réaliser et les studios pensaient qu'il avait écrit un personnage trop raciste. Il fallait un peu l'édulcorer. Et si tu veux, Schrader a dit mais le vrai fascisme, c'est ça. Le vrai fascisme, c'est d'édulcorer un personnage qui est raciste. Si vous filmez un raciste, il faut le filmer en tant que tel. Ça ne veut pas dire que vous l'approuvez. Vous vous intéressez à son regard, à ce qu'il y a à l'intérieur de lui, mais à aucun moment vous ne l'approuvez, ou voilà, c'est un type pathétique, si vous voulez. À l'image de Travis Bickle. Le happy end de Taxi Driver n'en est pas un. Enfin, on peut le prendre comme un happy end, mais le film donne suffisamment d'indices pour laisser penser que le pathétique et le tragique de la figure reste absolument valable. Cette question de morale par rapport à... ce que je veux dire par là, c'est que quand un film est bon, il s'intéresse, quelle que soit l'idéologie, quelles que soient les passions tristes du personnage, il se les coltine et il ose y aller, il les filme et il ne l'excuse pas. Voilà. Un film comme Badge 373, par exemple, est un film où je disais qui filme un personnage limite, borderline, tout ça, mais de manière simplement en se disant c'est ça que le public aime, pas trop savoir, et peut-être se dire tiens, il est raciste. Oui, bah, s'il est raciste, il faut réellement filmer ce racisme, filmer ce regard, filmer cette paranoïa, filmer cette violence et s'y intéresser. Un film comme Joe, dont je parlais, de John Avildsen, est bon parce que il n'est que sur la question du regard et des regards croisés entre un prolétaire raciste et un communicant bourgeois de New York, a priori bien sous tout rapport, qui n'a aucune pensée, qui n'est même pas spécialement conservateur. On pourrait dire entre le bobo des villes et puis le prolétaire raciste de banlieue. Et dans le croisement de ce regard, il y a une véritable morale, en fait, et qui est d'ailleurs de gauche. Le scénariste de ce film-là, Norman Wexler, écrira Serpico,
C'est quelqu'un qu'on ne peut pas du tout accuser d'être un réactionnaire. Donc, voilà, pour te répondre, c'est les mauvais films sont ceux qui s'intéressent à une formule, hein, qui filment la violence ou le racisme d'un personnage sous forme de formule et sans jamais entrer dans ce regard. Dernière question, mais avant cela, je rappelle, donc, c'est Vigilante, la justice sauvage à Hollywood. Tu as bien fait, dès le début de l'émission, d'insister sur le fait qu'il y avait une préface de Jean-François Roger. C'est édité chez Façonnage Édition et dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez et vous tombez sur la page. Dernière question, aujourd'hui, 2022, est-ce qu'il y a des répercussions de ce qui s'est passé dans les années 70 et 80? Est-ce qu'il y a une espèce de... Est-ce qu'on revient un peu? Est-ce que tu vois que le cinéma américain, par certains films, tu sens pointe comme ça une espèce de retour au vigilante? Alors, c'est une question, oui et non, parce qu'en fait, le vigilante, dans le cinéma, il est revenu régulièrement, comme à peu près tout revient. Hein. On sait que tout se remake, se continue, se revisite. Ouais. Et donc, il y a un Vigilante movie qui revient, mais sous forme de citation beaucoup, c'est-à-dire sous forme de remake plus ou moins déguisé, parfois direct. Et là, Heroes a sorti un remake de Death Wish avec Bruce Willis qui reprend le rôle de Charles Bronson en 2018. Pour moi, le problème de ces films, il y a un autre film qui est un pur remake, c'est en 2003 ou 2004, c'était le remake de Walking Tall, j'ai cité déjà, donc Justice sauvage en français, de Phil Carlson, qui a été remaké avec Dwayne Johnson dans le rôle de Jordan Baker, tenu par Jordan Baker initialement. Et c'est un très mauvais film, enfin, qui en fait n'actualise pas, qui reprend effectivement la trame de ces personnages. Ces films-là étaient directement connotés, connectés, adossés à un contexte dont j'ai parlé, et à un certain héritage américain. Et ces films-là, à mon sens, s'en dédouanent complètement. Alors même que, par exemple, un film comme Death Wish, qui sort en 2018, sort en plein alors que le Trumpisme est en pleine santé, on aurait pu penser que le film dialectiserait ça. Et je pense qu'il ne fait que botter en touche, ce film-là. Bon. Donc, cette forme remakée, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a James Wan qui a offert un contre-exemple intéressant en 2007. Tout ça, ça remonte déjà, hein, avec Death Sentence, qui est la suite, qui est l'adaptation du roman, qui est la suite du roman originel qui a donné Death Wish, film de Michael Winner, et qui est un film plutôt intéressant. Récemment, Iliana Schuler a pu faire Nobody, un film avec Bob Odenkirk, qui se révèle être une sorte de vigilante surpuissant, mais là, il y a la question du surhomme, presque, du mec surentraîné, qui est celle de Jack Reacher. En fait, ça m'intéresse pas tellement, parce que c'est... voilà, Jack Reacher dialectise cette question du surhomme. Là, on est un peu entre Charles Bronson et le surhomme, mais un pied dedans... un pied dedans, finalement, on est nulle part, quoi, un peu dans le vide, un pied dans chaque territoire. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste la justice sauvage bien réelle, celle qu'on observe en ligne. Il y a des vigilantes, des real-life vigilantes un peu partout, malheureusement. Enfin, c'est dans le sens où c'est des gens qui sont dans le débordement constant et qui revendiquent la lutte armée, des gens très jeunes qui ont un idéal comme ça. Et au cinéma, la justice, pour moi, la question de la justice personnelle, elle est quand même préemptée par les super-héros. Hein, c'est quand même eux qui, aujourd'hui, ont le monopole de la justice individuelle. Et c'est ce que je disais. Je trouve que là, il y a aussi une manière de d'ôter toutes les questions dialectiques, toutes les questions qui ont trait à l'époque, hein, au présent. L'actualisation ne se fait plus, à mon sens. Voilà. Et parce que vous avez diverses exigences marketing dans le cas des super-héros qui vous empêchent de laisser penser que votre super-héros pourrait être votre cheval de bataille, donc votre cheval de guerre pourrait être éventuellement raciste comme Travis Bickle ou Trumpiste, ou vous voyez, tu vois, il y a ce problème-là en fait qui empêche, à mon avis, la dialectique de se faire dans le cas des films Marvel ou DC Comics.
Vigilante Hill, la justice sauvage à Hollywood, c'est Yal Sadat qui est venu donc pour nous en parler. Vous pouvez, dans le descriptif, trouver toutes les informations pour vous procurer le livre. Et c'est édité chez Façonnage Édition. Merci à toi, en tout cas, c'était un plaisir. Alors, je sais qu'il y a un projet là en train de se faire sur un autre documentaire sur Martin Scorsese. Enfin, on le sait, hein, c'est même écrit dans le bouquin. C'est vrai. Mais il y a un peu de temps à en parler, mais on en parlera. Voilà, on va pas en parler, mais on se souhaite de chance pour l'instant. Voilà, je pense qu'il y a une chance que tu reviennes sur la chaîne pour nous en parler de ce documentaire. C'était un plaisir cette fois-ci aussi. Merci à toi en tout cas. À très vite. Merci à toi. À bientôt. Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions.